Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est un secteur dynamique que nous côtoyons chaque jour quand nous émettons des appels, quand nous payons nos factures d'électricité ou d'eau à travers le portail national des services publics. Le secteur du numérique et des médias est au cœur de toutes les réformes du PAG et impacte d'ailleurs tous les autres secteurs. À l'heure du bilan des 8 années de la gouvernance Talon, nous recevons sur ce plateau celle qui dirige le volet numérique, digitalisation et médias, Aurélie Adam Soulé Zoumarou. Madame la ministre, bonsoir. Bonsoir, madame la journaliste. Et merci de faire ce point avec nous. Merci à vous. Je ne suis pas seule pour conduire ces échanges avec vous. Éric Guédénon, bonsoir, chers confrères. Rebecca Kenjaroune, bonsoir. Madame la ministre, bonsoir. Bonsoir. Nous allons planter le décor de cette émission avec un reportage réalisé justement sur le terrain. Nous allons justement voir, n'est-ce pas, l'évolution de l'installation de la fibre optique. C'est maintenant. Au Bénin, l'ambition d'étendre la couverture numérique des populations se concrétise chaque jour. Entre 2021 et 2026, il est prévu dans le programme d'action du gouvernement la mise en œuvre du projet de densification des réseaux haut débit. Après les grands travaux qui ont déjà permis de renforcer le backbone national, voici les coups de pioche qui illustrent la bonne exécution du projet de couverture de toute la partie ouest du pays. Avant que ces travaux ne démarrent, nous avons été informés, sensibilisés. Et selon nos compréhensions, à la fin, nous aurons une bonne connexion. Les téléchargements iront plus vite. Le projet a déjà pris en compte les communes de Komé, Lokossa, Dogo, Azové jusqu'à Abomey, où les travaux de tranchées qui sont en cours actuellement sont déjà bouclés. La fibre est déjà tirée de Komé jusqu'à Lokossa. Actuellement, nous sommes à Ouida, ici, où les travaux sont en cours. Nous sommes en train de faire les travaux de fouille. Les conduites dans lesquelles nous allons faire passer les fibres seront posées. Une fois les conduites sont posées, les différentes chambres de tirage et de joints qui sont actuellement en fabrication seront posées. Après cette activité, le tirage de la fibre proprement dit va commencer. Ces travaux ont démarré depuis le dernier trimestre de l'année 2023 et sont déjà en phase terminale dans certaines localités. Les travaux évoluent de façon simultanée sur tous les sites concernés. Ouida, Tori, Alada. Nous avons aussi Toviklen, Koulekame, Dogo, Lalo qui va démarrer, ainsi que Boycon, Zobodome, Akasato, Zivier. Sur toute la partie ouest, le projet sera bouclé d'ici le mois de décembre. Je suis très contente de savoir que mon pays fait un pas en ce qui concerne l'apport du haut débit. Parce que nous pouvons remarquer qu'aujourd'hui, on est en train de tout digitaliser, numériser. Et avec une bonne connexion, on peut bien gérer. On enviait les États-Unis, mais d'ici peu, si tout cela se passe bien, on aura aussi le haut débit. Le très haut débit, au plus près de toutes les populations et entreprises béninoises, la réalité n'est pas loin. Et c'était un instant un reportage réalisé sur le terrain sur l'installation de la fibre optique. Madame la ministre, nous savons tous qu'il ne saurait y avoir développement numérique dans un pays sans la disponibilité de l'Internet de bonne qualité, accessible, mais surtout à moindre coût. Quel est aujourd'hui l'état des lieux de la couverture justement du territoire en matière d'Internet ? La téléphonie mobile, l'Internet sont devenus aujourd'hui des nécessités incontournables pour le quotidien des populations béninoises. Ce n'est plus à démontrer. Les populations, nos concitoyens en ont besoin pour s'informer, se divertir, travailler, vaquer à leurs occupations quotidiennes. Et en 2016, nous avons fait le constat d'un déficit de couverture mobile et Internet. Et suite à cela, le gouvernement, par des réformes profondes, a incité les opérateurs de télécommunications à investir davantage dans l'extension des réseaux et dans la qualité de service. Le résultat est là aujourd'hui, tangible.
les populations béninoises sont couvertes en réseau mobile à plus de 90%, ce qui signifie que partout dans notre pays, presque partout, on peut capter le signal, on peut passer des appels, on peut utiliser les services mobiles et Internet, on peut utiliser le service mobile money pour payer, pour se faire payer en termes d'activité commerciale dans le cadre quotidien de ce que nous avons à faire en tant que population. Comme on peut le voir en 2015, c'est d'ailleurs le constat qui a été fait quand les diagnostics ont été posés en 2016, 40% à peine des populations du Bénin étaient couvertes en réseau 3G. Comme on le voit, cette couverture était très focalisée dans les zones à forte population, on va dire ça comme ça, mais certaines zones qui étaient quand même importantes aussi étaient assez négligées. Donc la carte le montre bien, la couverture 3G était assez maigre finalement. Et en plus de ça, on avait un retard technologique parce qu'en 2015, on était en droit d'espérer d'avoir des réseaux 4G au Bénin. Donc ce que nous avons fait avec les réformes et les projets, c'est de faire à la fois un bond en termes de couverture. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 90% de couverture en 4G. On le voit sur la carte, c'est toutes les zones vertes, les zones jaunes et les zones rouges aussi. En fait, cette différence de couleur illustre juste des seuils techniques. Mais ce qui importe, c'est qu'on voit bien que notre pays, en termes de couverture, a fait un bond significatif. Et nous avons aussi fait un bond qualitatif en termes de technologie. Aujourd'hui, cette couverture dont on parle, c'est de la couverture 4G. Ça veut dire que nous avons aussi rattrapé notre retard technologique. Et aujourd'hui, avec la 5G, on a déjà des sites 5G au Bénin. Nous sommes encore plus en train de rattraper le retard parce que nous réduisons la durée entre l'apparition d'une technologie et son déploiement dans notre pays. C'est très important. Et nous avons tout dernièrement reçu également les données issues des associations donc, qui s'occupent de la mesure de ces couvertures sur la base des données terrain et qui nous confortent. Entre 2014 et 2023, c'est la partie verte, on voit bien comment on a évolué en termes de couverture dans notre pays pour arriver aujourd'hui à plus de 90%. Et les actions sont en cours pour l'atteinte d'une couverture de la population par les réseaux mobiles 4G à 97% d'ici 2026. C'est ce qu'on a vu notamment à travers les déploiements qu'on constate sur le terrain. Alors, au-delà de la fibre optique, au nombre des réalisations du gouvernement à travers le ministère dont vous avez la charge, il y a également l'école des métiers du numérique. On en a beaucoup entendu parler ces dernières années. C'est cette école-là qui permet aux Béninois d'apprendre et d'exercer des métiers en lien avec le numérique. Et justement, les premiers diplômés de cette école sont-ils déjà sortis ? Voilà, journaliste, je vais répondre à votre question sur l'école des métiers numériques, mais permettez-moi de revenir parce qu'on a vu un élément témoin assez important. Sur la fibre optique. Sur la fibre optique. Je sais que l'une des questions que les gens se posent, c'est de dire comment on détermine les localités traversées ou pas par la fibre. Nous avons, au niveau du Bénin, choisi, le gouvernement a fait l'option de la fibre. Il faut d'abord reconnaître que c'est la meilleure option parce que la fibre représente aujourd'hui la meilleure et la dernière technologie en termes d'accès au haut débit, au très haut débit. Donc, dans la programmation de déploiement, la première phase du déploiement de la fibre nous a permis d'avoir ce qu'on appelle en phase initiale une étude de conception, une étude pour déterminer le tracé optimal de la fibre. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde à la fois le pays, on regarde également les infrastructures qui sont déjà là, comme les routes, qui facilitent justement le passage de la fibre. Et on détermine comment faire en sorte qu'on puisse couvrir du nord au sud, de l'est à l'ouest, pour que chaque point du territoire soit couvert en tenant compte de toutes ces contraintes, que chaque point du territoire soit couvert de façon rationnelle ensuite.
C'est ce qui a permis de déterminer le tracé de ce qu'on appelle la dorsale. Donc, on va appeler ça la colonne vertébrale de la fibre optique dans notre pays. C'est un peu comme les axes routiers. On sait bien qu'on ne peut pas construire des autoroutes partout. Jusque devant les maisons des gens, il y a des autoroutes, il y a des voies plus restreintes. Donc, c'est la même chose pour la fibre. Et donc, cette autoroute de l'Internet, qui est le backbone, va du nord au sud. Dans une première phase, nous avons de quasiment Cotonou, Ouida, etc., jusqu'à Malanville, donc du nord au sud, et ensuite de l'autre côté de Porga jusqu'à Parakou, en passant par Djougou, pour adresser donc la partie nord-ouest, et de l'autre côté donc jusqu'à Segbana, de Kandi à Segbana. Donc ça permet de pouvoir, on va dire, donner un premier squelette à la fibre. Et c'est sur la base de ce tracé optimal qu'on détermine les communes traversées. C'est comme ça qu'on a pu, dans la première phase, avoir les 50 communes couvertes ou traversées par la fibre. Et qu'on voit à l'écran en couleur verte, je vais dire vert clair. Et donc, que personne ne pense que le choix des communes est fait sur une base subjective. Nous en avons 77, vous avez parlé de 50. Et je vais y venir. Donc, une fois qu'on finit de faire cette première phase de la dorsale, on fait ensuite ce qu'on appelle de la sécurisation, en déterminant les points de vulnérabilité du réseau. C'est quoi un point de vulnérabilité? Quand vous regardez, encore une fois, la carte à l'écran, vous allez vous rendre compte que si la fibre est par exemple coupée à hauteur de Dassa, avec ce qui est mis en place, le pays va être coupé en deux. Parce qu'il n'y a pas un autre chemin par lequel le trafic passera pour pouvoir acheminer donc, soit des appels ou des données du nord au sud. Donc c'est un point de vulnérabilité du réseau en fibre optique. Et donc, la deuxième phase consiste à pouvoir déterminer les tracés complémentaires à faire pour lever ces points de vulnérabilité du réseau. C'est ce qui fait que sur la carte affichée actuellement, vous avez des tronçons qui sont en rouge. Ce sont les tronçons qui ont été déterminés pour sécuriser le réseau, faire des boucles de façon à ce qu'en cas de coupure sur un tronçon, on puisse basculer sur l'autre. Et c'est comme ça que les communes supplémentaires traversées par la fibre sont déterminées. Et donc les 18 communes supplémentaires, 50 plus 18, ça fait 68, vont être déterminées de cette façon-là. Il nous en manque toujours. Et comme le gouvernement a à cœur justement d'adresser toutes les communes restantes vont aussi être connectées par cette fois-ci des technologies qui permettent, même si ce n'est pas de la fibre, d'amener le haut débit. Donc à terme, on aura les 77 communes de notre pays qui vont être adressées en termes de haut et de très haut débit. Aucune commune ne sera laissée de côté. Et il m'importait vraiment d'expliquer cela à nos concitoyens pour leur dire que le haut débit sera réellement dans toutes les communes et que le gouvernement a à cœur donc d'adresser tout le monde, puisque chacun veut bénéficier d'une connectivité de classe mondiale et cette aspiration est complètement normale. Alors, Madame la Ministre, on comprend aisément que l'Internet aujourd'hui soit indispensable pour nos concitoyens. On voit à travers vos explications l'effort que le gouvernement déploie pour l'installation de la fibre optique. Mais qu'en est-il du coup? Vous avez vos concitoyens qui estiment qu'on paye plus cher la connexion Internet au Bénin que dans les pays de la sous-région. Alors, on a une question sur l'école des métiers numériques, mais je vais rapidement répondre à cette question avant d'y aller. En fait, la question du coût rejoint celle des usages. Pour un consommateur, en termes de bonnes pratiques, quand vous voulez satisfaire un client, ce qui importe, c'est de lui proposer des offres qui non seulement répondent à ses besoins, mais qui entrent aussi dans ses contraintes budgétaires. C'est d'abord le premier élément de satisfaction d'un consommateur. Et au Bénin, on a quand même réussi cela. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec la régulation faite par l'autorité de régulation, l'ARCEP Bénin,
on s'assure que les consommateurs trouvent des offres qui répondent à leurs contraintes budgétaires. Vous voulez acheter pour une journée de données, vous pouvez. Pour une semaine, vous pouvez. Pour un mois, vous pouvez. Et si on vient maintenant, si je quitte la question des usages et de la politique des offres qui fait que tout le monde s'y retrouve, parlons maintenant des quantums. En 2015, 1 giga de données coûtait 4 000 francs CFA. Et avec les réformes que nous avons mises en place, les encadrements tarifaires, depuis, ce prix a été divisé par 4. Donc, entre 2015 et 2024, en 9 ans, on a divisé ce prix par 4. Et ensuite, je crois qu'il est important de revenir aux principes qui permettent de comparer les pays. Parce qu'on a souvent tendance à prendre, par exemple, une offre d'un pays voisin qui n'est pas comparable à une offre de notre pays et dire non, mais moi là-bas j'ai une offre à 100 francs, ici j'ai une offre à 200, donc c'est le double. Ce n'est pas la même chose. Les offres répondent à des dynamiques. Vous avez la durée, vous avez le volume de données, vous avez des offres qui sont plutôt des offres nuit par exemple. Enfin, il y a tout un ensemble d'éléments qu'il faut intégrer. Mais pour réconcilier tout ça, heureusement, nous avons des organismes internationaux qui s'occupent de ces questions et qui fixent des seuils. La commission large bande de l'Union internationale des télécommunications et de l'UNESCO a déclaré il y a quelques années que pour pouvoir dire dans un pays qu'on a atteint l'abordabilité des services au niveau des coûts, il faudrait que le haut débit d'entrée de gamme, comme on dit, celui qui permet à chacun d'être sur le réseau, coûte au maximum 2% du revenu national brut par habitant et par mois. C'est-à-dire qu'il y a un ratio entre le coût du service et le revenu national brut. Et ce ratio ne doit pas dépasser 2%. Et là, on parle d'abordabilité. Donc, vous pouvez voir à l'écran le graphe des prix de l'Internet en partant sur ce ratio aujourd'hui au Bénin et dans les pays de la sous-région. On voit bien que dans ce ratio, nous en sommes à 0,7%, en dessous des 2%. Et des pays comme le Togo, la Guinée sont également au niveau du même ratio. Il y a d'autres pays qui sont également inférieurs à 2%, mais qui sont doubles par rapport à nous. Vous le voyez sur le graphe, à 1,3%, à 1,5%, voire plus. Mais nous voulons tendre, nous sommes déjà bons, mais nous voulons tendre vers les meilleurs, comme ceux qui sont à 0,2%, 0,4%. Et c'est pour ça qu'il y a des politiques publiques que nous mettons en place, des encadrements tarifaires que le régulateur met en place, que nous avons aussi de la concurrence, parce que la concurrence permet aussi d'avoir des tarifs intéressants. Et tout ça va nous mener, bien que nous soyons déjà bien en termes de ratios, vers des ratios encore plus faibles. C'est notre objectif et le gouvernement travaille à cela. Mais est-ce que vous avez un regard sur ces entreprises qui offrent les services Internet, puisque les populations estiment que par moment on les gruge? Est-ce que vous êtes un peu sensible à ces genres de plaintes? C'est notre engagement. C'est pour ça qu'il y a un régulateur sur le terrain. Le secteur des télécommunications est un secteur libéralisé, donc un secteur soumis à la concurrence. Et donc il y a un arbitre, il y a un gendarme, et c'est le régulateur. Et il y a un prescripteur qui est en fait l'État, le gouvernement. Donc cet ensemble-là permet de s'assurer que non, les populations ne sont pas grugées. Il y a aujourd'hui quelque chose de fondamental qu'il faut comprendre. C'est que nous avons entre nos mains des terminaux que parfois tout le monde ne sait pas utiliser. Lorsque vous allez sur Internet, sur des sites de vidéos, que les gens aiment souvent regarder, ou bien même dans des applications où aujourd'hui on peut s'envoyer de l'audio, de la vidéo. C'est ça. Beaucoup ne savent pas qu'il y a des paramètres à configurer pour que quand vous ouvrez la vidéo ne soit pas en train de passer avec la résolution maximale qui vous dépense le maximum de vos données. Donc il y a aussi, et c'est dans cela que nous pensons qu'il faut aller
beaucoup à l'éducation numérique, le gouvernement y est engagé, le secteur privé aussi, pour expliquer aux gens que les terminaux qu'ils utilisent sont aussi des éléments de consommation et aussi leur expliquer qu'il y a des usages qu'il vaut mieux réserver quand on est à la maison avec son réseau à fibre optique qui est illimité et d'autres usages au niveau, donc quand on est en déplacement avec son téléphone mobile. Donc tout ça, c'est une question de consommation aussi et de rationalisation. Et enfin, le régulateur est disponible lorsque quelqu'un se sent grugé. Il y a des voies pour se plaindre et il y a des moyens d'aller interroger les systèmes pour avoir des données de consommation pour pouvoir faire des vérifications. Donc, il n'y a pas de tabou en la matière. D'accord. Et je reviens à votre question sur l'école des métiers Justement, sur l'école des métiers du numérique, dont on a beaucoup entendu parler ces dernières années. Est-ce que la première vague, donc les premiers diplômés sont déjà sortis et prêts pour l'emploi? Oui, les premiers diplômés sont non seulement prêts, mais ils sont en emploi pour la majeure partie d'entre eux. Alors, lorsque le gouvernement a décidé de créer l'école des métiers du numérique, nous savions que cette école aurait un grand écho, aurait beaucoup de succès. Pourquoi? Parce que la formation qui est proposée initialement, la formation de technicien d'intervention télécom, était très attendue, le besoin était immédiat. Mais également du fait, donc le succès du fait de la pédagogie utilisée qui est très pragmatique et orientée métier et des actions de développement professionnel des étudiants. Donc ces trois éléments nous ont tout de suite donné le ton sur le fait que cette première filière de l'école des métiers du numérique allait vraiment connaître un essor et c'est ce qui s'est passé. L'EMN a proposé dès son ouverture cette formation de technicien d'intervention télécom. C'est une formation en 6 mois qui permet aux apprenants de profils divers de se faire former à ce métier du domaine de la fibre et technologies apparentées et de proposer leurs compétences aux entreprises du secteur. Aujourd'hui, plus de 100 apprenants, 100 personnes ont été diplômées de cette filière de technicien d'intervention télécom et pour 80% d'entre eux sont déjà recrutés en train de fournir ces compétences dans des entreprises. Une partie est dans l'auto-entrepreneuriat, en freelance, etc. Et une autre partie qui ont décidé d'aller soit continuer parce qu'ils ont tellement aimé cette première phase qu'ils ont décidé d'aller vers des métiers complémentaires avant de venir proposer leurs compétences. Et depuis l'année dernière, nous avons travaillé à proposer une nouvelle filière, qui est une filière dénommée référent digital, qui vient combler pour nos petites et moyennes entreprises et autres organisations de petite taille le déficit de personnes dotées d'un large spectre de compétences métiers relatifs à la transformation numérique en entreprise ou dans des organisations. Alors, le référent digital, c'est comme un couteau suisse numérique. C'est le monsieur ou la dame qui sait à peu près tout faire quand il s'agit du numérique dans une entreprise. Il peut vous aider avec le site web, il peut vous proposer des solutions de dématérialisation, il peut aider les collaborateurs de l'organisation à être formés à l'utilisation numérique, vous guider par exemple pour, en tant qu'entreprise, faire des démarches administratives sur le portail des e-services. Donc, c'est la personne qui propose les solutions et les outils numériques à l'entreprise dans sa transformation numérique. Et dans un pays comme le nôtre, en pleine transformation, évidemment, aujourd'hui, toutes les entreprises ont envie aussi d'engager leur transformation et de faire en sorte de suivre la dynamique impulsée par le gouvernement. Et c'est ce qui fait que les 23 référents digitaux qui sont actuellement en formation au titre de la première cohorte sont très attendus. On sait que dès qu'ils auront terminé leur formation, dans quelques mois, des entreprises de la place voudront les avoir et nous allons continuer à former. L'école des métiers du numérique, vraiment, illustre cet engagement de l'État à renverser la tendance de cette formation générale non adaptée
aux entreprises. Nous voulons former la jeunesse au métier en ce qui concerne le numérique, au métier du numérique, apporter ainsi les compétences essentielles au monde d'aujourd'hui et une valeur ajoutée significative à notre économie, à l'économie nationale. Et puisque nous parlons de l'école des métiers numériques, je veux aussi, de façon plus générale en termes de compétences numériques, dire que nous avons eu à faire des actions importantes par le passé, puisque nous faisons le bilan de nos actions, de notre action gouvernementale. Nous avons eu un programme qui était dénommé Bénin Digital Tour, qui a vraiment fait le tour du Bénin selon un trajet itinérant. Je crois qu'on a parcouru à peu près 50 communes. Et le Bénin Digital Tour a permis de former plus de 20 000 personnes directement dans leur localité aux compétences numériques et leur donner donc tous les outils, les astuces pour qu'ils puissent être plus conversants avec les outils et les terminaux numériques. Et parmi ces 20 000 personnes, près de 6 000 femmes. On sait à quel point c'est important d'inclure les femmes dans tout ce que nous faisons. Le ministère du Numérique a aussi mis en œuvre une initiative dénommée LEARN, levier d'apprentissage et de reconversion dans le numérique. C'est une offre de professionnalisation ou encore de reconversion pour certains, donc orientée vers la jeunesse pour leur faire découvrir les métiers du numérique, aller même plus que la découverte, les former, les professionnaliser. Et à ce titre, nous avons, à titre pilote, nous avons formé 50 jeunes aux compétences professionnelles du secteur du numérique et ensuite ces jeunes ont été insérés dans des entreprises. Il y a eu de belles histoires au cours de cette initiative. On avait un jeune qui avait fini d'étudier dans une filière plus générale, qui ne trouvait pas un emploi décent et qui a décidé d'aller ouvrir une blanchisserie dans le nord du pays et qui a postulé, qui après les tests, il faut dire qu'on a quand même reçu 11 000 candidatures, a passé toutes les étapes de sélection. Et ce jeune aujourd'hui s'est fait former professionnel du secteur dans une entreprise aujourd'hui et l'entreprise est très contente de l'avoir. Donc ce sont des histoires comme ça aussi que nous arrivons à créer avec cette professionnalisation autour des métiers du numérique. Eh bien, Madame la Ministre, dans la suite de cette émission Bilan, nous allons suivre un autre reportage terrain réalisé sur les points numériques communautaires. Moi, j'ai l'habitude même d'aller jusqu'à Dassa, parfois aussi à Boycon, pour faire mes recherches. Tout comme Étienne, ils étaient nombreux, ces habitants de la commune de Savet, à parcourir plusieurs dizaines de kilomètres pour avoir une bonne connexion Internet, un véritable parcours de combattants. Bien avant l'arrivée du centre, à l'exception des forfaits Internet que nous payons chez Move et MTN et autres réseaux GSM, il n'y avait pas du tout un centre où l'on peut naviguer comme ça. Il y a longtemps que Savet manquait de centre d'Internet où il faut aller chercher des informations. Dans le passé, quand il dit dans le passé, les 10 ans, 15 ans passés là, c'était difficile. Mais aujourd'hui, tout ça n'est qu'un vieux souvenir. Grâce au gouvernement, à travers le ministère du Numérique et de la Digitalisation, Savet a été choisi en effet pour faire partie des 43 communes bénéficiaires des points numériques communautaires. Avec ces PNC, Internet est devenu plus accessible pour ses apprenants. Je viens souvent, on fait des exposés, je fais des recherches. L'arrivée du PNC a été la bienvenue parce que ça a soulagé un tant soit peu les attentes, les peines de la population. Environ 40 personnes en moyenne fréquentent ici le PNC de Savet par jour. À l'instar des autres points numériques communautaires, le PNC de Savet comprend entre autres un local, des ordinateurs, une imprimante, des places assises, un groupe électrogène et des panneaux solaires pour assurer la disponibilité de l'énergie et plusieurs gigas de débit Internet. Puisque c'est le seul centre par excellence de navigation dans la commune de Savet, je ne peux que donner une très bonne appréciation pour ceux qui ont eu l'idée de mettre
ce centre en pratique. Je viens très souvent ici pour faire des recherches. Un bon enseignant doit à tout moment être à côté de l'ordinateur pour avoir des informations. En fait, c'est la vie d'aujourd'hui et il faut être dans le TIC à tout moment. L'exécutif étant à l'écoute des populations, envisage déjà de renforcer bientôt les points numériques communautaires. De nouveaux seront construits également pour le bonheur d'autres Béninois. Madame la ministre, visiblement, les habitants de Savès sont heureux de ne plus pouvoir parcourir des kilomètres avant d'effectuer des recherches. C'était finalement le but escompté, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Alors, il faut déjà dire d'où on est parti. De 0 PNC, en fait, en 2016, aujourd'hui, nous en sommes à 43. Donc, ce que vous avez à Savès, vous les avez dans 42 autres communes. Donc aujourd'hui, nous avons 43 communes de notre pays qui sont dotées de cette infrastructure qui permet effectivement aux jeunes, moins jeunes aussi, de venir utiliser les... Comme Étienne. Tout à fait, et c'est très bien, de venir utiliser les outils numériques pour le besoin qu'ils en ont. Les PNC sont des cybercafés publics installés par l'État, équipés d'ordinateurs, de connexion Internet, mais très important, d'un service d'assistance et de formation. Et ces PNC ont vocation à aider les populations à leurs pratiques ou leurs usages numériques, donc rendre l'Internet populaire, notamment auprès des élèves et étudiants pour leurs recherches, on l'a vu, et de façon générale, toute la population pour la consommation des services numériques gouvernementaux. Alors, 40 personnes par jour, ça c'est la moyenne à Savès, mais on a des PNC où c'est plus que ça. Donc vous imaginez l'impact que ces infrastructures ont dans ces localités. C'est pour ça que nous avons décidé dans la programmation justement d'en faire plus. Donc 43 communes, nous allons passer bientôt à plus, avec la mise en place de 30 PNC supplémentaires. Ça fera donc 73. Et un peu plus tard encore dans la programmation, à peu près 60-70. L'objectif, vraiment, ce que nous visons, c'est d'avoir à minima 2 PNC par commune. Donc selon un maillage que nous allons déterminer pour rapprocher le plus possible ces infrastructures des populations. Et nous allons donc permettre que les services d'assistance et de formation se renforcent aussi. Ce sont des infrastructures qui nous permettent d'être au plus près des populations, de leur montrer l'intérêt des services gouvernementaux. C'est aussi des infrastructures qui sont beaucoup utilisées lorsque il y a par exemple besoin que des enseignants envoient des données sur la plateforme de l'éducation vers le ministère et les structures de contrôle. Donc, c'est des infrastructures qui ont du sens et surtout qui permettent à nos jeunes d'avoir des endroits sains où ils peuvent aller se documenter, faire des recherches, s'ouvrir au monde, amener le monde à eux. Donc, c'est typiquement le genre d'action auquel nous tenons vraiment dans notre stratégie numérique. D'accord. Et justement, à côté de ces points numériques communautaires, on a également les salles de classe numérique. Et justement, une de nos équipes régionales était sur le site du CEG Albarika de Parakou. Voici le moisson. Un cours de sciences de vie et de la terre administré dans la salle de classe numérique du CEG Albarika de la ville de Parakou. Les professeurs de plusieurs disciplines exploitent fièrement, depuis plus de 4 ans déjà, ces outils technologiques. Je prends par exemple la classe de première où nous abordons le volcanisme, le séisme. Bon, on a parfois du mal à expliquer ces notions-là aux apprenants. Donc quand on vient projeter au fait des vidéogrammes qui expliquent un peu le déroulement de ces mécanismes-là, ils ont beaucoup plus de facilité à pouvoir se retrouver. Il n'y a pas cet enseignant aujourd'hui qui n'utilise plus le numérique. Presque tous utilisent le numérique, seulement que c'est leur manière de l'utiliser qui reste imparfait. Les élèves ont la joie d'apprendre dans ce cocon numérique d'où ils ressortent chaque fois un peu plus transformés. Avec la salle,
Là, je me suis plus perfectionné en informatique. J'ai appris à utiliser Excel par exemple. Excel avec Word, à manipuler ça, à créer des sites par exemple. On nous a appris comment faire des recherches sur Google, comment ouvrir un compte Gmail par exemple. Pour faire les exposés par exemple, où on aura besoin de se tracasser, aller partout dans les cyber, nous avons la possibilité de le faire dans le CG avec la salle informatique aussi qui est là. Et je n'ai plus cette impression de voir que bon, lorsqu'on parle d'une école publique, c'est une école pour les pauvres ou bien pour les personnes qui sont un peu plus en arrière. Je me sens même je suis un peu plus privilégiée que même ceux-là qui font le privé, je suis plus à l'aise. On a la capacité de voir les images en couleur et de pouvoir les interpréter. Dans cette salle qui facilite non seulement les recherches, mais aussi l'acquisition des compétences chez les apprenants, des génies se forment également. Le mois d'avril passé, le collège a eu la chance de participer à une compétition robotique à l'agence de développement Semen City, mais malheureusement a occupé la 5e place sur les 12 équipes en compétition. On sent vraiment que les élèves sont impactés positivement dans le domaine. C'est une initiative à louer. Moi, j'estime même que ça doit être généralisé dans tous les établissements à second cycle. Après 6 ans d'exploitation, l'entretien de ce joyau se poursuit pour plus de performances dans les établissements publics. Madame la ministre, point numérique communautaire, salle numérique érigée un peu partout dans certains établissements scolaires d'excellence. Alors, les résultats engrangés grâce à ces initiatives sont-ils à la hauteur des attentes des communautés? Après ce qu'on vient de voir, je pense que dans la le collège réponse public en plus. Oui, est évidente. Ces salles numériques sont un vrai joyau dans les établissements dans lesquels nous les avons installés. Nous sommes partis de quelques initiatives isolées, peu structurées qu'on a eues en 2015, qu'on est venu trouver. Et aujourd'hui, nous sommes à 34 salles de classe numériques, et dont 3, il faut le souligner, pour les personnes en situation de handicap. Pour une forme d'inclusion. D'inclusion, exactement. Donc, l'initiative des salles numériques, ça va dans le sens de la volonté du gouvernement de ne pas faire des apprenants béninois, des jeunes béninois, des sous-formés ou des formés en retard par rapport à la technologie à côté de leurs pairs des autres pays. Vous savez, le monde est aujourd'hui un village. Donc, il faut que nos jeunes soient suffisamment aguerris à la maîtrise de l'outil numérique. Donc, les salles numériques, on a parlé tout à l'heure des points numériques communautaires, les salles numériques aussi ont été installées dans les communes, dans les établissements dans les communes. Et toujours, je tiens à le dire, ceux qui n'en ont pas pour le moment dans leur commune en auront. Parce que nous prévoyons le déploiement prochain des salles numériques. Donc, on en a 34 aujourd'hui, nous allons en déployer 31 autres de façon progressive et encore plus au fur et à mesure du temps. Donc c'est comme les PNC, l'objectif c'est vraiment de généraliser et de permettre à chacun de pouvoir dire les belles choses qu'on a entendues que ces élèves disent. Je suis touchée d'entendre que le sentiment de cette jeune élève soit de dire je suis même plus privilégiée dans le public que mes pairs qui sont dans le privé. Donc le public n'est plus vu comme le parent pauvre de l'éducation et c'est très important. C'est pour ça que ces actions sont importantes pour nous. Puisque nous sommes en train de parler du secteur de l'éducation, en 8 ans de gouvernance, comment le numérique a-t-il réellement impacté le secteur de l'éducation ? Quand on parle d'impact, moi je dis souvent il faut écouter ceux pour lesquels on travaille. Nous travaillons pour nos concitoyens. Et quand j'écoute ce que j'entends souvent dans le secteur de l'éducation qui crève l'écran, je vais dire, c'est la plateforme e-résultats. Que ce soit les parents, que ce soit les enseignants, les apprenants, tout le monde est unanime sur ce que cette plateforme a apporté. Le fait de pouvoir consulter les résultats à distance, de ne pas avoir à se déplacer. Donc la plateforme e-résultats, de mon point de vue, représente pour tout le monde, je vais dire, une plateforme clé que nous avons pu mettre à disposition de nos populations. De la même façon, la plateforme Après mon bac,
qui a permis donc aux nouveaux bacheliers de pouvoir communiquer leur choix de filière. Et s'orienter. Voilà, pour s'orienter. Et ensuite, au ministère de l'Enseignement supérieur, de les affecter donc, selon un certain nombre de critères transparents. Donc cette plateforme aussi a beaucoup d'écho auprès du secteur, des acteurs du secteur de l'éducation. Maintenant, on ne peut pas non plus parler des acquis de nos actions dans le secteur de l'éducation en matière de transformation numérique sans parler du réseau béninois d'éducation et de recherche. Nous avons eu des avancées remarquables en quelques années quand il s'agit donc de doter nos universités d'outils et de systèmes numériques. Aujourd'hui, 10 sites universitaires qui incluent l'Université d'Abomey-Calavi, l'Université de Parakou et d'autres sites comme la FSS, l'ENEAM, etc. Donc 10 sites ont pu être connectés par la fibre et interconnectés entre eux pour former ce réseau béninois d'éducation et de recherche qui permet à un étudiant qui est sur un des sites d'avoir accès aux ressources pédagogiques disponibles sur l'autre site, l'un ou l'autre des sites interconnectés. Et parce que notre réseau béninois d'éducation et de recherche est aussi connecté au réseau ouest-africain et central d'éducation, ces étudiants, accéder également à des ressources qui sont disponibles dans d'autres pays. Et cela leur permet de ne pas avoir besoin d'acquérir physiquement des livres, ce genre de choses, ou bien même d'accéder à des systèmes comme des calculateurs qui se trouvent sur d'autres sites universitaires afin de faire leurs recherches et de pouvoir se former sans difficulté. Donc plus de 120 000 étudiants aujourd'hui bénéficient de ce réseau béninois d'éducation et de recherche. Et en termes de perspective, nous prévoyons déjà, nous avons démarré les actions dans ce sens, de connecter et d'interconnecter à ce réseau les 13 sites universitaires publics restants. C'est notamment le CBLAE, l'INMES et j'en passe. Et les actions également de conception, de réflexion sont en cours pour voir de quelle façon les universités privées peuvent également rejoindre cette initiative. Parce que c'est du Bénin qu'il s'agit et donc nous allons faire en sorte que tout le monde soit inclus. Et nous restons toujours dans l'éducation pour évoquer un autre impact peut-être un peu négatif. L'émergence de la cybercriminalité, c'est un problème d'éducation. Il n'y a pas de jour qui ne passe où on n'a pas arrêté des jeunes véritablement dans ce genre d'affaires. Vous êtes un peu triste ? Le phénomène de la cybercriminalité, effectivement, c'est un phénomène que nous avons vécu, détecté et que nous avons pris avec la mesure nécessaire face à ce type de phénomène. Nous ne pouvons pas, le gouvernement est ferme là-dessus, laisser notre jeunesse être victime de ce système-là. Je dis victime, mais il faut quand même nuancer que certains choisissent aussi d'y aller. Donc il faut à la fois effectivement les actions qui permettent aux jeunes d'avoir accès à des formations qui leur permettent de mettre en valeur leurs compétences dans des entreprises, dans des activités saines. C'est pour ça que nous faisons tout ce que nous faisons en matière de formation, l'école des métiers numériques, les actions de professionnalisation. Si un jeune au Bénin aujourd'hui veut se faire former dans le numérique et mettre ses compétences dans des activités licites et utiles, il en a la possibilité. Par contre, celui qui choisit d'utiliser ses connaissances pour des actions illicites, la loi est là aussi pour lui rappeler qu'on ne peut pas violer les dispositions réglementaires qui sont dans le pays. Donc, nous avons aussi eu des actions de sensibilisation qui continuent d'ailleurs de passer sur les médias. Donc, c'est important que tout le monde se mette et s'engage dans ce combat
pour que la cybercriminalité soit vue bientôt comme un souvenir et non pas quelque chose qu'on continue de vivre. Alors, nous allons passer à un autre chapitre. J'ai fait une expérience personnelle. J'ai pu me faire délivrer en ligne une pièce administrative et j'ai ainsi pu expérimenter l'usage de la plateforme e-service de l'État. Mais à côté de ça, Madame la Ministre, on le sait, des plaintes s'élèvent aussi relativement au délai, parfois long, justement, de délivrance de certains e-services. Madame la Ministre, que fait le gouvernement face à une telle situation? Surtout la délivrance du casier judiciaire. D'abord, je vous remercie pour votre retour d'expérience et de ce que j'entends, ça s'est plutôt bien passé. Et la question que vous posez sur les délais de réponse longs, notamment effectivement au niveau du casier judiciaire qu'on a connu, cette question me réjouit parce que ça montre quelque chose. Ça veut dire que ce que nous avons fait, cette vision que nous avons eue de dématérialiser, de permettre que les gens transactent fassent des transactions avec l'État, avec l'administration, de chez eux 24 heures sur 24 sans se déplacer, c'était salutaire. La vision était juste et nous l'avons implémentée. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les populations qui mettaient des semaines à obtenir un casier judiciaire et qui savent que désormais c'est 72 heures, eh bien, ne veulent plus accepter qu'on leur délivre des casiers judiciaires dans des délais qui ne sont pas ceux indiqués sur notre plateforme. C'est très bien. Et je veux vraiment encourager ces retours d'expérience lorsque nous sommes défaillants. Nous voulons bien faire, mais des fois, on peut être défaillant, et cela nous permet de nous corriger. Alors, je comprends donc parfaitement la frustration ressentie et je veux rassurer nos concitoyens que des actions ont été mises en œuvre pour corriger la situation relative au casier judiciaire. Je veux dire ici avec fermeté que le gouvernement condamne ce type d'acte, qui est vraiment à contre-courant de ce que nos actions en matière de dématérialisation prônent. Nous voulons simplifier la vie aux usagers, nous voulons simplifier la vie à nos concitoyens lorsqu'ils sont en relation avec l'administration publique. Et nous ne voulons pas que ces e-services-là servent de canaux de rançonnement au détriment des concitoyens. Et cela me permet donc de parler de ce qu'on a aussi fait dans le volet e-service. Depuis 2016, nous avons mis en place d'importants e-services qui sont complètement entrés dans la vie des populations aujourd'hui. Les gens peuvent accéder aux services publics de l'administration depuis chez eux, 24 heures sur 24, pour consommer plus de 210 services publics, dans tous les domaines d'ailleurs. Et les chiffres sont assez édifiants. Savez-vous que depuis que nous avons commencé, nous avons eu plus de 500 000 demandes de casiers judiciaires qui ont été exprimées. Nous avons délivré plus de 80 000 e-visas au niveau de la plateforme e-visa. Les concitoyens ont effectué plus d'1 million de paiements de factures d'eau par le biais de cette plateforme, presque 900 000 paiements de factures d'électricité. Et si je vais sur le secteur du voyage, plus de 200 000 demandes de passeports ordinaires biométriques ont été traitées en ligne. Et en ce qui concerne les immatriculations de contrôle technique, plus de 55 000 attestations de contrôle technique automobile périodique ont été délivrées. Je ne parle pas des extraits de registre de commerce. On sent que la plateforme de e-service est devenue un élément essentiel de la vie de nos concitoyens. D'accord. Parlons à présent des médias, oui, puisque vous êtes également au charge du secteur des médias. Et donc, nous allons parler de la TNT qui a été lancée depuis février 2023. L'idée de départ, c'est que la TNT apporterait une nouvelle ère à la télévision dans notre pays. Pouvez-vous nous dire si les fruits ont tenu la promesse des fleurs aujourd'hui ? Oui, en matière de télévision numérique terrestre, nous avons pu atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Le premier élément qui permet de savoir que la TNT a apporté un plus, c'est la couverture de la télévision dans le pays. La TNT a permis de relever la couverture de la télévision. En analogique, on était à moins de 20% de couverture. Donc, les Béninois qui voulaient la télé
dans certaines zones, n'y avaient pas accès. Sans compter que pour certaines chaînes, les émetteurs étaient situés dans des zones de niche. Donc aujourd'hui, on a un multiplex national composé de plusieurs chaînes accessibles sur toute l'étendue du territoire par le biais d'un réseau de diffusion composé de 29 sites. 29 sites, certes, mais vous savez, on parle de rayonnement. Donc là, pour le coup, je rassure les téléspectateurs qu'on n'a pas besoin d'un site par commune pour couvrir le territoire. Parce que les lois de la propagation nous permettent de pouvoir avoir un réseau composé de 29 sites, mais qui couvre largement le pays. Donc, ces 29 sites, comme on peut le voir à l'écran, nous permettent aujourd'hui d'avoir une couverture de plus de 95% et de permettre donc aux Béninois de bénéficier des services de la TNT, des chaînes télé de qualité, il faut le dire aussi, chez eux. Et ensuite, il est important de mentionner que le gouvernement a joué également sa partition au-delà des investissements énormes qui ont été consentis pour construire le réseau, un réseau de qualité. Il a fallu aussi une exonération des droits de douane et de taxes sur les décodeurs pour permettre aux Béninois de s'équiper pour recevoir la TNT. Et en plus de ça, le gouvernement a décidé de fixer un prix plafond pour le décodeur de base, afin d'être sûr que la politique des décodeurs ne va pas exclure certaines catégories de la population. Non content d'avoir fait tout ça, le gouvernement a voulu aller encore plus loin en ramenant pour les décodeurs donc, que nous avons acquis, tout au moins pour être sûr de la disponibilité des décodeurs sur le territoire, parce que nous nous sommes appuyés sur l'expérience des autres pays. On a vu qu'il y a eu des ruptures de stock justement dans d'autres pays assez rapidement. Donc nous avons anticipé et nous avons acquis des décodeurs pour être sûr de la disponibilité qu'on a mis à disposition dans toutes les communes du Bénin. Et c'est pour ces décodeurs acquis par l'État, l'État a décidé de les mettre à la disposition des populations, non pas au prix plafond qui était le prix pratiqué par les distributeurs privés, mais à un prix subventionné. Donc on est passé d'un prix de 18 000 francs à 5 000 francs pour le kit. Tout ça pour faciliter l'accès des populations aux décodeurs. Et donc on a vu une vraie ruée de nos populations vers ces décodeurs. Les populations ont voulu s'équiper, évidemment, c'est normal. Et donc, puisqu'on suit les stocks dans les communes, et selon l'état des stocks, nous réapprovisionnons. Donc, en ce moment, par exemple, nous sommes en train de réapprovisionner à Cotonou, à Calavi, dans certaines localités où nous avons constaté qu'il y a eu plus d'engouement que dans d'autres. Donc, et il y a des actions de communication qui sont également prévues. Donc, nous suivons cela de près, parce que nous voulons que nos populations bénéficient des services de la télévision. Toujours dans l'environnement des médias, le PAG a prévu la modernisation des médias, de services publics. Est-ce que cela se matérialise déjà à travers ce que nous voyons avec la SRTB? Le projet de modernisation des médias publics a plusieurs volets. Mais vous avez raison, le volet de la réforme relative à la Société de radio et de télévision du Bénin en fait partie. Mais ce n'est pas le seul. Donc, je peux peut-être commencer par ce volet et ensuite expliquer les volets complémentaires. Donc, la création de la SRTB, donc la Société de radio et de télévision du Bénin, est un volet, comme je le dis, du programme d'action du gouvernement de projet de modernisation des médias de service public. Cette société a été créée pour matérialiser la vision du gouvernement d'avoir un groupe de médias publics performants qui sert la population, qui est au niveau de standard que la population a un droit de demander. Et donc la SRTB est née de la fusion de l'ORTB, l'Office de radiodiffusion et de télévision du Bénin, et du CMAJB, le Centre multimédia des adolescents et des jeunes du Bénin. La SRTB est née
avec la vocation donc de fédérer les chaînes de télévision et de radio de l'ex-ORTB et de l'ex-CMAJB et en plus à créer une nouvelle chaîne. Donc c'est comme une fêtière, mais avec cette transformation en société, nous allons assister à un mode de fonctionnement propice à un groupe de médias qui veut se bâtir pour aujourd'hui et pour demain. Le gouvernement a déjà consenti des investissements importants. Ces investissements vont continuer et au sein de la SRTB, nous allons pouvoir donc créer cette émulation, dynamiser encore plus le travail qui est fait par les agents des anciennes structures qui ont fusionné, donner encore plus de moyens et mettre en place des procédures qui permettront, et des processus évidemment, qui permettront d'impulser encore plus loin la dynamique qui a déjà été entamée. Alors, s'agissant des médias du groupe, nous avons 3 chaînes de télévision. Il y a Bénin TV, qui est la première chaîne de télévision. Schématiquement, il faut voir une nouvelle ORTB, en fait. Donc, c'est la chaîne généraliste d'information à portée nationale et internationale. Nous aurons une deuxième chaîne de télévision, ça c'est la nouvelle chaîne, c'est Bénin TV Alafia, qui est une chaîne qui va éditer exclusivement en langue locale et qui va donc valoriser nos cultures tout en donnant l'information dans les langues et permettre donc à nos concitoyens non locuteurs de langue internationale d'accéder à l'information et au savoir. Troisième chaîne, c'est Bénin TV Junior, qui est la chaîne enfance du groupe. Parce que nous croyons que nos enfants aussi, on a parlé de la jeunesse tout à l'heure, doivent vivre également cette révélation de notre pays, parce que c'est la génération qui viendra continuer l'œuvre. Donc il faut pouvoir donner la possibilité à ces enfants-là de vivre une chaîne des contenus télévisuels qui les plonge également dans cette révélation de notre pays. Et au niveau des radios, des médias radio, nous aurons 4 chaînes de radio. Nous avons 4 chaînes de radio. Radio Bénin, la chaîne nationale de radio, chaîne phare de service public, porteuse de nos valeurs nationales qui rend compte de l'actualité nationale. Nous avons Radio Bénin Alafia, qui est la radio en langue nationale. Aujourd'hui, Radio Bénin Alafia édite en 18 langues nationales. Et donc, c'est une radio que nous avons constatée qui est aussi très ancrée, en fait, dans la tête de nos concitoyens, compte tenu des programmes qui sont édités. Et nous avons Radio Parakou, la radio de proximité dans le nord du Bénin, qui va donc absorber Septentrional FM pour faire une radio plus forte. Et la 4e radio, qui est nouvelle, née de la fusion d'Ado FM et d'Atlantique FM, c'est la radio Kif FM, qui est la radio jeune de divertissement et d'exposition de nos meilleurs talents, artistes, musiciens, etc. Donc, c'est une offre audiovisuelle assez riche et que nous allons implémenter avec la vigueur, l'engagement que cela requiert et avoir donc ce cadre, ce socle administratif, organisationnel qu'offre la SRTB va permettre donc d'éclore ces médias et de servir au mieux la population béninoise. Donc, il y a un autre volet du programme de médias des services, modernisation des médias du service public qui concerne la mise aux normes des systèmes et des infrastructures de radiodiffusion. Donc, nous avons dans ce cadre-là investi depuis 2020 dans des infrastructures pour renforcer le réseau, aussi bien côté radio que côté télévision. Donc, côté radio, par exemple, on a eu de nouveaux émetteurs qui ont permis d'étendre la couverture de nos radios. Et aujourd'hui, par exemple, contrairement à avant, Radio Bénin Alafia, j'en parlais à l'instant, couvre tout le territoire. La Radio Bénin Alafia est reçue partout. Nous avons un autre projet majeur, c'est A+ Bénin, que le gouvernement a créé en partenariat avec Canal+,
qui est venu enrichir l'offre audiovisuelle de divertissement. Nous avons également, au titre de ce projet de modernisation des médias publics, les investissements qui ont été faits sur la production audiovisuelle pour le compte de l'ex-ORTB, maintenant SRTB. Le gouvernement a investi beaucoup de ressources pour cela. Et chose importante, avant que je ne termine sur ce volet, la formation qui permettra aux collaborateurs qui travaillent de se renforcer. Il y en a besoin pour servir au mieux les populations et leur donner goût à ce que nous diffusons sur les chaînes. Je m'en voudrais, Madame la Ministre, de ne pas vous faire cette question. Moi qui suis du privé, le privé est là, les médias du service privé aussi. Finalement, on s'en tire avec quoi? Le gouvernement est transparent dans ce que nous faisons. Vous connaissez notre programme d'action. Et donc, nous avons un programme pour le secteur public, mais nous avons aussi un programme du PAG qui s'intéresse à la viabilité financière du secteur, au niveau du secteur des médias, de façon à offrir des médias de qualité à nos populations. C'est sous ce volet que se trouvent les médias privés. Et dans ce sens-là, il ne vous a certainement pas échappé aussi que le chef de l'État, le président de la République, porte une grande attention à la réforme du secteur des médias. Je suis sûre que vous n'avez pas manqué de remarquer qu'il a confié une mission à la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication. Déjà, beaucoup de choses sont en cours. Je peux vous dire que nous avons un travail autour de la loi sur la communication publicitaire qui est en train de se faire, parce que qui parle de viabilité dit qu'il faut rechercher justement par où cette viabilité va venir. La viabilité ne vient pas des subventions, elle vient d'une vraie activité économique, d'un modèle économique. Donc la communication publicitaire qui jusqu'ici n'était pas allée au bout de sa réorganisation doit se faire. Donc ce texte réglementaire, cette proposition est en train d'être finalisée pour être portée devant la représentation nationale. Et je suis sûre qu'il y a des personnes qui nous regardent qui, elles, sont au niveau des radios communautaires, parce que ces radios sont très importantes pour notre pays. C'est vers elles qu'on se tourne pour amener de l'information de proximité. Et nous avons entrepris au ministère également de nous intéresser à ces radios communautaires pour voir comment elles sont gérées, comment assurer leur pérennité, comment faire en sorte qu'il y ait un cadre de gestion qui permette donc à ces radios de jouer pleinement leur rôle et de vivre longtemps. Donc nous avons aussi adressé ces volets. C'est un ensemble. Donc nous faisons tout ça concomitamment et je pense que la dynamique est bonne. Madame la Ministre, nous sommes à la fin de cette émission bilan. Vous avez un mot de fin? Dans le secteur des médias, je veux inviter les acteurs à avoir le courage d'entamer, de poursuivre, d'accélérer, de finaliser les transformations nécessaires au changement de paradigme du secteur des médias. C'est nous tous qui devons nous y engager, et nous le sommes d'ailleurs, et nous ferons ce changement de paradigme. Et quant au secteur du numérique, grâce aux actions acharnées, audacieuses et aux investissements du gouvernement, des régulateurs aussi, des opérateurs, des agences et structures opérationnelles, depuis 8 ans, la transformation numérique du Bénin n'est plus un rêve lointain, mais vraiment une réalité palpable. Notre pays est pleinement dans une nouvelle ère, et nos infrastructures numériques, nos services innovants, notre engagement à l'inclusion numérique sont les pierres angulaires de cette transformation. Nos concitoyens, et ça sera mon mot de fin vraiment, peuvent se sentir fiers du chemin qu'on a parcouru. On a parcouru un long chemin, nous sommes partis de loin, mais aujourd'hui on peut s'estimer fiers. Donc merci à tous. Et bien voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission bilan. Aujourd'hui, les positions se réévaluent et tout le monde est unanime sur les avancées dans le secteur du numérique. L'accès à Internet n'est plus un luxe. Le service public se dématérialise de jour en jour. Un écosystème numérique est aujourd'hui en pleine progression. Merci de nous avoir suivis. Madame la Ministre, merci d'avoir partagé ces moments d'échange avec nous. Merci et à très vous. bientôt.